Day Trading, le podcast, bien définir son risque, première partie. Un chaleureux bonjour à vous, chers auditeurs. Ici Patrick au micro, comme à l'habitude, et je suis bien heureux d'être présent parce qu'on va couvrir un sujet capital. Là, je sais, je me suis écouté, puis je me semble qu'à tous les sujets que je présente sont capitaux ou importants. Mais à chaque fois, je vous le dis, je suis sincère, je le crois vraiment. Tous ces sujets-là sont effectivement très importants. Mais aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est quand même qui peut faire la différence entre justement la réussite et l'échec, la gestion de notre risque. Vous avez sûrement entendu des phrases du type « un dollar qui n'est pas perdu, c'est un dollar gagné ». Ça semble simple, mais c'est vrai. Hein? Il est tellement plus facile de perdre de l'argent que d'en gagner, qu'il serait fou de ne pas s'attarder à la gestion du risque. Ça, on va se le dire, c'est une grande vérité. En même temps, pour gagner puis devenir un bon gagnant, il faut d'abord devenir quoi? Un bon perdant. Apprendre à accepter les pertes puis pas les laisser nous affecter. Une autre phrase qui m'habite de temps en temps, c'est pas parce qu'il y a un risque qu'on doit avoir un comportement risqué. En prenant le temps de réfléchir puis à mettre en place des bonnes pratiques de gestion du risque, on va mettre plus de chances de notre côté dans cet univers qui est effectivement risqué de la négociation active. Et pour ce faire, comme toujours, j'ai mon ami François qui va nous partager un petit peu de sa grande sagesse. Comment ça va, mon coquin? Ça va très bien. Merci pour le surnom coquin. Oui, c'est ça, le risque, là, day trading, swing trading, long terme, c'est le nerf de la guerre. Il faut protéger notre portefeuille. Donc, peu importe dans quel type de trading on est, c'est important c'est un sujet très important qu'on va couvrir aujourd'hui. Oui, puis là, je me permets une petite parenthèse pour les auditeurs. Dans le fond, c'est que là, ceux qui nous écoutent assidûment et qui nous ont suivis dans les derniers épisodes, peut-être vous avez remarqué que j'essaie de changer le surnom ou l'appellation de François. Je vais m'amuser avec ça dans les prochains épisodes. Je vais changer le surnom de François, mais il faut tout le temps qu'il y ait une petite part de vérité. Là. Parce que là, on fait une tranche de vie. François, dans le fond, c'est un coquin, effectivement. Il aime ça, jouer des tours, puis il aime ça, dans le fond, rigoler comme ça. Puis, à un moment donné, il m'a fait essayer un jeu de société là, chez lui, très particulier. Je ne sais pas si tu as envie de nous le partager, François, là, qui était électrisant. Oui. Pendant que tu vas expliquer, je vais faire une recherche. J'avais acheté ça sur Amazon. C'est un jeu qui donne des chocs électriques. C'est pour de 1 à 4 personnes. Et puis, c'est très électrisant comme jeu, effectivement. C'est un jeu de réflexe. On est 4 personnes, puis c'est le dernier qui appuie sur le bouton quand le compteur arrête. Il pogne le choc. On peut doser le choc, on s'entend, là, les cheveux ne nous lèvent pas sur la tête. Mais ce que j'ai trouvé quand même, on peut même faire un parallèle avec le trading. Ceux qui aiment ça, le scalping, il faut que vous développiez vos réflexes. Il faut que vous développiez la gestion du stress parce que ce jeu-là, il est stressant. Tu n'as pas envie de le pogner, le choc. Donc, je l'ai trouvé même quelque part éducatif, ce jeu-là, même s'il était percussif. Donc, c'était la petite tranche de vie. Mais c'est tout ça pour vous dire que je vais essayer de trouver une façon de vous présenter au fil du temps la personnalité de François avec différentes façons de le nommer. Mais je vais essayer qu'à chaque fois, ça soit véridique et que je puisse le démontrer. Oui, puis je vais faire une parenthèse. Tu parles d'anecdotes, tout ça. Écoute, il y a quelqu'un, Alexis Saint-Amour, je ne sais pas s'il va nous écouter, mais il s'est abonné au Club des Initiés. Il dit 50% pour qu'est-ce que t'offres, mais l'autre 50%, c'est pour le divertissement. J'ai dit, wow, OK. Bon. C'est le fun parce que tant qu'à être tous les matins avec toi, si c'est plate, ça, c'est pas aidant. Ouais, moi, c'est divertissant. C'est de joindre le plaisir à la démarche. Donc, là, on retourne, dans le fond, à notre sujet sérieux. Là, dont on a un invité spécial. Donc, on a la chance d'avoir avec nous quelqu'un qui va venir partager ses connaissances aussi. Donc, il s'agit de M. Hugo Labrec, qui est conseiller en sécurité financière, puis qui est aussi un passionné de day trading. Comment ça va, Hugo? Ça va super bien, merci. Et vous, Fujimaster et Patrick, comment allez-vous? Nous allons très, très bien. Puis là, j'ai pas encore de surnom. Je connais pas assez Hugo. On se connaît un peu, mais un jour, peut-être, je trouverai des surnoms. Mais je dois quand même dire qu'on a eu la chance. On s'est rencontrés à quelques reprises. On a parlé aussi à quelques reprises sur des Zooms. Là. Puis à chaque fois qu'on a échangé nos idées, là, moi, ça a toujours été intéressant. Puis après, il y a comme toujours une réflexion qui se poursuit. Là. C'est pas juste on a jasé puis c'est fini. Donc, c'est pour ça, entre autres, qu'on t'a invité parce que, dans le fond, j'aimais bien ta vision des choses. Et là, je commence avec une première question très percussive. Comment c'est perçu dans ton domaine les day traders?
Je dirais que les professionnels de mon domaine ils vont s'instruire beaucoup, puis ils vont connaître un peu les historiques puis les cycles, puis ils sont au courant du taux de réussite des traders, là, si je peux répondre ça comme ça. Là. Je ne veux pas parler pour tout le monde, mais je dirais qu'ils sont très conscients de la spéculation. Là. Vas-y, dis-le le chiffre. On le connaît tous, mais c'est important que les auditeurs comprennent que personne ne vend du rêve ici. Puis c'est ça. C'est quoi le taux de succès des traders? Ouais, ça joue entre 2 et 5 % environ. C'est ça. On aime ça. Mais ça, de toute façon, on peut quand même rester optimiste. Même si tu te lances comme entrepreneur, ton taux d'échec va être 90 % et plus. Fait que, tu sais, il n'a pas de facilité, là. Non, c'est ça. Puis on parle, tu sais, comme Hugo va peut-être clarifier aussi, on parle de métier de day trader. Là. Tu sais, on peut faire du day trading puis quand même bien tirer son épingle du jeu, mais pas nécessairement en vivre. Là. Mais tu sais, vivre du day trading, un peu comme Hugo dit, entre 2 et 5 % je pense que c'est réaliste, là, c'est l'élite, là, parce que ça prend beaucoup de sacrifices, ça prend un certain capital. Et puis, je vais laisser peut-être Hugo là, continuer à en parler. Là. Ben, exact, c'est un processus en soi, puis on le remarque souvent que les gens, ils sont très excités de commencer ça. C'est une super de belle profession, c'est une profession de rêve, tant qu'à moi, mais comme tous les métiers, ça prend quand même un minimum d'heures devant l'écran pour apprendre, surtout en apprendre sur soi-même. On découvre des facettes de notre personnalité qu'on ne connaissait pas auparavant, qu'on est confronté à nous-mêmes. Donc, ça peut prendre beaucoup de temps. Puis, c'est un peu ça l'idée d'aujourd'hui du podcast, c'est de semer une graine dans la tête des gens qui nous écoutent, de se dire, est-ce que je m'expose beaucoup rapidement? Est-ce que je me donne une chance à moyen long terme de réussir dans ma carrière de day trader? C'est une très bonne question. Donc, fait que c'est pour ça qu'on va parler du risque. Et c'est sûr qu'on va faire des portions pour le day trader, des portions peut-être pour plus l'investissement, parce que tout le monde est intéressé en général aux deux. Là. Et donc, dans notre gestion, si on retourne, c'est que, tu sais, on veut apprendre à cadrer le risque, mais il y a plusieurs angles à ça. Fait ce qu'on s'est fait, une petite liste que je dois dire qui est non exhaustive. Là, tu sais, c'est pas complet. Là, tu sais, c'est comme pour nous donner comme de l'inspiration, puis on va voir où ça nous mène dans nos réflexions. Donc, la première idée qu'on a mis sur papier, dans le fond, c'était de parler de son plan, tu sais, d'avoir un plan clair sur le risque. Donc, il y a deux approches à ça. Il y a le long terme et le court terme. Fait que là, si on commence avec le long terme, parce que ce que tu m'expliquais l'autre jour, Hugo, c'est que, tu sais, oui, on peut faire du day trading à court terme, mais il faut que ça rentre dans le cadre d'un plan plus grand. Là. Pas juste dire je fais ça sans trop réfléchir. Exact. Puis c'est ça un peu l'idée, si on veut que ça perdure à long terme, c'est de savoir, premièrement, ma situation actuelle. Est-ce qu'elle me permet, combien de temps qu'elle me permet de mettre dans mon trading? Est-ce que j'ai des gens à charge? Est-ce que j'ai une conjointe puis des enfants? Est-ce que j'ai des besoins de capital ailleurs que dans mon trading pour pouvoir, premièrement, maintenir mon rythme de vie? Puis là, deuxièmement, combien est-ce que je peux exposer au marché pour me développer une carrière de day trader? Je trouve le point intéressant que tu soulèves là, au niveau du temps. Parce que pour moi, là, pour tout le monde qui est en affaires, moi, mon temps, j'ai un taux horaire là, que j'arrive dans ma tête, que je sais à peu près ce que je vaux, mettons, en ce moment. Donc, quand je fais du trading, puis je m'arrête de travailler, je pars avec une prise. Là, parce que c'est mon coût d'opportunité. Donc, je ne travaille pas pendant ce temps-là. Puis dans mon domaine, je peux travailler tant que je veux, là, illimité, là, tant que je veux. Donc, il faut que ça soit intéressant doublement, pour dire qu'il faut que mon objectif soit de faire plus que ce que ça me coûte de l'autre bord. Là, donc, je trouvais ça intéressant que tu amènes ça parce que quand on fait du day trading, on a du temps à mettre. Là. C'est pas juste, à moins qu'on ait un robot ultime qu'on ait développé, mais d'après moi, si on a ça, on a mis déjà beaucoup de temps à le développer. Donc, je trouvais ça intéressant, le point de considérer le temps là-dedans, mais toujours avoir dans la vision ton plan plus grand. Donc, dans mon cas, l'exemple, si j'accepte de prendre ce risque-là, c'est oui, j'aimerais ça avoir un profit immédiat si ma session a bien été, mais c'est parce que j'ai aussi une vision à long terme de où je veux m'en aller dans la vie, dans mon plan de carrière. Donc, j'accepte ce sacrifice-là, entre guillemets, pour me permettre d'atteindre un autre niveau, parce que si je ne trade pas, je ne suis pas un trader, je ne pratique pas, je n'évolue pas. Donc, il faut que j'accepte de faire ça. Puis, les meilleurs moments, c'est souvent pendant les heures ouvrables.
pour la majorité des gens qui font du intraday. Exact. Puis juste le fait de commencer en simulation, ben, tu as un impact quand même sur ton taux horaire. Comme tu expliquais, tu sais combien tu vaux de l'heure dans ton entreprise ou dans ta profession. Ben, la période d'apprentissage, elle a un coût en partant. Exact. Oui, comme n'importe quelle profession qu'on doit apprendre. Moi, si je peux rajouter, pour continuer, parce que vous parlez de temps, le temps pour apprendre, quand j'étais sur le parquet de la bourse, il y avait beaucoup de vieux, puis ça faisait longtemps qu'ils avaient appris ça, ils ont réussi, c'est correct. Mais quand le parquet de la bourse a fermé, le monde, il fallait qu'il soit un petit peu autodidacte. Puis là, il y a des prop firms qu'on appelle, des compagnies qui financent du monde à transiger. Ils prennent une partie, mettons 80%, 20%, dépendamment, ou ça peut aller jusqu'à 50-50. Et puis, j'ai un ami qui avait parti ça. Et puis, j'ai remarqué, puis lui aussi, ceux qui réussissaient le plus, c'est du monde qui était dans la vingtaine. Puis pourquoi? C'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'obligations. Ils vivaient chez leurs parents, pas de dette. Donc, ils pouvaient se lancer à fond dans le trading. Puis à un moment donné, c'est ça, mon ami, j'ai dit pourquoi qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans la quarantaine, trentaine. Il dit j'en veux même pas. Je dis voyons. Il dit la personne à 40 ans qui veut apprendre ça, il dit non, je ne veux pas. C'est pas qu'ils ne vont pas réussir, c'est qu'ils ont beaucoup moins de chances de réussir parce qu'ils ne tentent pas d'investir du temps et de l'argent là-dedans. Donc, c'est pour ça que pour le day trading, dans ce temps-là, c'était surtout les jeunes qui réussissaient. Mais maintenant, on le voit depuis les 3 dernières années, avec le télétravail, le monde sont quand même capables de combiner un peu les deux. Je ne dis pas faire du day trading à temps plein, mais se former, lire les podcasts, des liens Internet. On peut, quand on est en télétravail, un cas comme Patrick, mettons, il est sur une job, mais s'il y a un petit 15-20 minutes de pause, ben, il peut prendre ce 20 minutes-là pour se former avec différents outils de son bord, là. Donc, le télétravail, je trouve, dans les 3-4 dernières années, a beaucoup changé. Fait que c'est pour ça que, moi, je le vois là, avec le Club des initiés, il y a quand même... il y a des jeunes, mais il y a beaucoup de monde dans la trentaine puis la quarantaine que, normalement, on n'aurait pas vu là plusieurs années. Fait que, un peu comme la bourse, là, c'est en mutation, ce métier-là, je crois. Et puis, plus ça, avec le télétravail, je crois que tout le monde peut se permettre là, de se former, pas nécessairement transiger tremplin, là, mais se former à son propre temps, là. Donc, c'est plus réservé aux jeunes de 20 ans. Maintenant, un peu tout le monde peut quand même essayer de réussir là-dedans. Donc, c'est ma parenthèse, là. Puis quand tu dis les jeunes aussi, quand tu as 20 ans, à la limite, tu te trompes puis tu perds tout. C'est plus facile de te reprendre que si tu as 60. Là. Ben oui, c'est ça. Le facteur obligation, maison, surtout les enfants, un moment donné, il faut faire des choix. Puis dans le temps, on n'avait pas beaucoup de choix. C'était vraiment les jeunes qui pouvaient performer là-dedans. Mais maintenant, monsieur, madame, tout le monde, là, qui ont une certaine quand même expérience puis une certaine aversion au risque, là, mais ils peuvent se permettre quand même d'essayer là, sans tout perdre et puis se former à temps partiel. Puis comme Hugo parlait, là, la simulation, dans le temps, ça n'existait pas. Maintenant, je dis souvent au monde, c'est pas de l'argent de Monopoly. On simule, puis quand on se sent prêt, on se lance. Là. Donc, il n'y a pas besoin de perdre la vraie argent en partant. Là. Donc, on se promène, on change un petit peu de sujet directement. Donc, le prochain sujet qu'on a, c'est d'avoir une réflexion par rapport au capital qu'on va allouer à notre trading versus notre bilan général. Qu'est-ce que tu as à nous partager là-dessus, Hugo? Bien, je dirais que quand on bâtit un plan financier pour des clients, là, c'est toujours la base. Les 2 premières étapes, c'est de savoir combien est-ce que ça coûte mon rythme de vie actuel, puis combien est-ce que j'ai de disponible, combien est-ce que je génère, combien est-ce que j'ai d'accumulé. C'est là qu'on va être capable de déterminer c'est quoi l'extra que tu as, c'est quoi le montant que tu es en mesure de risquer, c'est quoi l'impact que ça va avoir sur ta vie. Je te dirais que c'est pas mal ça, la base du capital là, qu'on peut allouer en trading parce que, dépendamment où on en est dans notre période d'apprentissage puis dans notre éducation, là, ou swing trading, day trading, ça peut partir pas mal vite. Puis tu sais, quand on a défini ce capital-là, parce que il y a comme une règle de pouce qu'on entend souvent, là, de dire on risque pas plus que 2% par trade de notre capital. Mais moi, dans ma tête, c'est sur ce capital-là qu'on a alloué. C'est pas sur son bilan là, qui est le 2% par trade. Exact. C'est de voir son bilan complet macro, puis après ça, d'isoler un peu plus là, notre capital
pour différents besoins. Est-ce que je vais conserver pour le long terme? Est-ce que je vais conserver pour les vacances? Mon backup comme fonds d'urgence? Est-ce que je vais investir dans mon compte de trading? Est-ce que je vais investir dans mes placements? Investissements? Donc, c'est le 2% du compte de trading, le capital alloué au trading. C'est ça, pour chaque trade. Là, vous pouvez en ouvrir plus qu'une. Puis, tu sais, dans le fond, la personne qui décide d'aller all-in, là, OK, moi, je risque le tout pour le tout. C'est une bonne idée, ça? Si on veut le revoir demain, il devrait y penser 2 fois. Il y avait une quote que j'avais vue là, dans les dernières années qui disait, tu sais, trade to live another day, tu sais, trade en conséquence de pouvoir encore le faire demain. Oui, c'est ça, parce que de toute façon, s'il fait un all-in et qu'il continue comme ça, il est sûr à 100% de tout perdre. Oui, il peut finir all out. All out. C'est ça, tu sais, comme Hugo dit, quand c'est de l'investissement, c'est une chose, mais quand on parle pour le day trading, on ne veut pas trader puis tout mettre sur la table, puis il faut protéger notre capital, puis il faut, comme il dit, il faut prendre position, puis il faut risquer pour être capable d'être là demain. Là. Puis tu sais, le monde ne le sait pas encore, on dirait, dans le mot day trading, il y a le mot day. Je l'ai déjà répété, puis je le répète encore, à la fin de la journée, ceux qui veulent faire du day trading, on ferme nos positions. On ne veut pas qu'une position day trading devienne un swing trading, puis que le swing trading, après ça, on est position long terme, un fameux bag holder. Donc, les titres qu'on transige en day trading, même si c'est de la qualité, ça le dit, c'est le day trading. On ferme notre position en fin de la journée. Donc, s'il y a un tweet de quelque chose, s'il y a une bombe nucléaire qui saute, s'il y a un gros événement politique qui arrive, c'est pas grave. Le lendemain, on commence à zéro. Donc, il faut mettre toutes les chances de notre bord. C'est super important. Donc, le day trading, à la fin de la journée, on ferme nos positions. Puis, on essaye de ne pas tomber en amour. Ça, c'est un autre défi. On s'en reparlera. Avec nos positions. Avec oui, c'est ça. Ben oui, c'est sûr. Parce qu'on peut être en amour avec le trading. Oui, effectivement. OK, on continue. Donc, approcher le day trading comme une business, comme un commerce, une entreprise. Moi, j'aime beaucoup cette image-là. Puis c'est vrai, de toute façon, quand on... Moi, une belle définition de ce qu'est un entrepreneur, que j'adhère à ça, c'est quelqu'un qui, au départ, est prêt à perdre de l'argent dans l'espoir d'en gagner plus. Parce que quand tu te lances en affaires, souvent, il y a un coût. Tu es une start-up, soit tu te loues un bureau. Je veux dire, donc, dans le day trading, on ne se loue pas de bureau, mais notre capital, c'est notre inventaire, puis nos pertes, c'est nos positions. Donc, je trouvais ça bien comme image de dire, oui, je suis un entrepreneur, donc on se doit de l'approcher comme ça. C'est pas du gambling, c'est de dire, on va structurer notre commerce, et là, on doit apprendre au même titre que n'importe quel commerce, de quelle façon on gère ça. Là. Je ne sais pas si tu as des commentaires là-dessus. Ben oui, je suis d'accord, parce que l'approche est vraiment parallèle, de définir pourquoi est-ce que tu veux day trader, comme pourquoi est-ce que tu lances ton entreprise, de faire une étude de marché, à savoir, moi, c'est quel type de produit est-ce que je suis en mesure de transiger avec ma personnalité? Est-ce que je suis plus les stocks, le forex, la crypto? Est-ce que mon style est plus en swing, en day trading? Donc, tu sais, connaître son why, de faire une étude de marché, de tracker ton data aussi. Quand tu as une entreprise, au fil du temps, tu commences à cibler un peu plus quelle clientèle tu veux développer, puis laquelle est-ce que tu veux essayer de te détacher. C'est un peu le même principe aussi avec les trades. Quand tu fais ton journal, tu remarques où est-ce que tu es bon, puis tu veux capitaliser là-dessus. Tu veux prendre des risques qui vont te rapporter puis qui vont permettre à ton entreprise de continuer puis de grossir avec le temps. Là. Donc, je trouve que le trading, de le gérer comme une business, c'est très important. C'est un bon point. Puis là, on s'est amusé un petit peu parce que quand on parlait du 2 on est comme dans le court terme. Tu sais, on a commencé avec le long terme, on a déjà bifurqué indirectement dans le court terme. Dans le court terme, moi, il y a deux, on a déjà parlé dans les anciens podcasts, il y a deux statistiques qui sont vraiment importantes pour moi puis qui vont m'aider à mieux définir le risque. C'est le ratio R et le taux de réussite. Donc, c'est la relation entre les deux. Je ne sais pas si tu as une vision là-dessus. Je ne sais pas si tu as envie de nous partager un petit peu, toi, parce que est-ce que toi, tu vises du 3 pour 1, du 4 pour 1, du 1 pour 1, Ouais. C'est quoi, mettons? Je suis un peu plus trend follower, moi, donc je vais t'avouer, je suis un peu gourmand sur mon R. Là. J'aime ça, avoir des beaux gains là, qui me permettent de couvrir 2 erreurs. Là. Donc, normalement, je vais viser du 3R, mais je serais menteur de dire que je close tout le temps ça à 3R. Des fois, sur le chemin, quand je vais faire du 2R, je ne vais pas vouloir tourner mon winner en loser. Donc, je vais rapprocher mon stop à mon break-even pour protéger ma position, puis
protéger puis éviter un peu de reculer. Parce qu'à la longue, ça amusait un petit peu le capital mental là, de retourner dans le rouge après avoir été vert. Donc, quand je vais faire mon plan, il va être un peu plus sur le 3R pour le potentiel de gain par rapport au risque. Mais en cours de route, là, ça va souvent finir à du 2 ou 2,5, là, dépendamment de ce que le marché m'offre. Ça me permet d'avoir un taux de réussite moins élevé, de pouvoir récupérer comme ça 2 pertes avec un gain, tu sais, de break-even ou qu'il m'en reste encore de mon gain. Et dans le fond, le R, là, pour les auditeurs, c'est le risque, le ratio bénéfice-risque. Hein, c'est combien de fois on veut récupérer notre mise là, de ce qu'on risque. Et là, la technique qu'Hugo parle, dans le fond, en chasseur de tendance ou suiveur de tendance, on essaie d'être en français, c'est que automatiquement, il faut qu'il s'attende à ce qu'à un moment donné, quand il va sortir, il a vécu une perte. Tu sais, dans le sens que même si tu as mis break-even ou tu es à profit, ta tendance, tu as un revirement, puis tu vas te faire sortir. Fait qu'automatiquement, il faut que dans tes émotions, tu sois prêt à accepter qu'à un moment donné, tu en as laissé au marché. Tu sais. Puis ça, c'est quand même un défi. Moi, ça vient me chercher quand je vis ça. Fait que je pense que ça prend quand même un bon tempérament pour avoir cette approche-là aussi. Mais ça, de se connaître, ça fait partie de sa gestion du risque. Moi, j'ai vu ça aussi à plusieurs endroits que notre plus gros risque, c'est nous-mêmes. Là. Fait que c'est quand même à considérer, de dire si toi, tu n'es pas capable, ça te fait mal de tout le temps en perdre, ben, peut-être que ce n'est pas la bonne approche. Peut-être que tu peux penser à une autre approche. C'est quand même, quand même une recette commune. Là, j'écoute Hugo puis je dis Colin, hein, c'est ça pareil. Hein, tout le monde, on vise tout le plus. Là, on veut du 3, 4, 5 pour 1. Mais Hugo l'a dit, il dit j'ai de la misère à me rendre à 3 pour 1. Puis il dit quand j'arrive à 2 pour 1, je suis content. Puis souvent, ça peut se fermer là. Puis avec les autres podcasts qu'on a parlé, c'est tout le temps entre ratio 1 pour 1, 2 pour 1. C'est rare qu'on va chercher au-dessus du 2 pour 1 parce que même pour le long terme, là, je ne dis pas pour du REER, CELI, là, on va parler pour du swing trading, on l'entend souvent. Là, quand tu as doublé ton argent, c'est super bon. Fait que je pense que moi, j'avais dit, qu'est-ce que j'aime bien, c'est 1,5 pour 1. Je pense que plus que tu as de l'expérience, souvent, tu fais plus de trades gagnantes que perdantes. Fait que tu peux te permettre de réduire ton risque ratio. Là. Des fois, moi, ça va même à 1 pour 1. Mais là, 1,5, 2 pour 1, on voit, là, même Hugo, il en parle, on est pas mal toutes là. Fait que, il faut essayer d'arrêter de la mettre l'autre bord de la clôture comme au baseball. Là. Oui, ça peut arriver, mais en général, quand on va toucher du 2 pour 1, je crois que c'est très bien. Là. Comme on double notre argent, là, c'est bon pour tout le monde. Exactement. Donc, les amis, on va mettre fin à cet épisode-là. On va avoir le droit à un deuxième épisode. Ça, c'est merveilleux. On aime bien ça, dans le fond, prendre notre temps. Et la maxime, je la garde pour la fin de la série. Donc, on se rejoint dans 2 semaines. Un bon trading à tous.